Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Nous recevons aujourd'hui le mathématicien Vincent Pavant, que vous connaissez déjà bien, et qui est aussi président de l'association Réinfo Liberté. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes associé à Maître Héringuez pour une plainte contre X, contre l'étude Comcore. Il nous a expliqué l'aspect juridique de cette procédure. Et c'est vous qui portez la critique scientifique qui, a-t-il regretté, se passe devant les juridictions et non plus sur le terrain habituel. Il y a une chose qui est particulièrement étonnante, c'est que vous aviez formulé beaucoup d'objections à cette étude et que vous n'avez pas eu de réponse, mais vous avez observé lors de la parution dans le Lancet en juin dernier que vos observations avaient été prises en compte. C'est bien cela? Oui, oui, alors effectivement, moi j'interviens dans l'étude Comcore quand il s'agit de défendre deux restaurateurs à Biarritz, effectivement, comme l'a rappelé Maître Ringuez. Et là, il me contacte en me disant, mais au fait, la raison scientifique pour laquelle on a fermé ces bars et ces restaurants, est-ce que c'est vraiment une raison qui est bien scientifique ou est-ce qu'il y aurait une contradiction à apporter, des remarques à faire sur cette étude? Donc en fait, à ce moment-là, moi je remarque qu'il y a des contradictions effectivement dans les chiffres qui sont présentés. Alors, c'est une petite astuce de mathématicien. C'était une contradiction dans le fait que, bon, je rappelle le principe de l'étude, hein, c'est vous avez ce qu'on appelle une cohorte de gens qui sont malades, une cohorte de gens qui ne sont pas malades, et donc vous les interrogez chacun sur leurs habitudes de fréquentation, de lieux sociaux, de déplacement pour aller au travail, le voiturage, le bus, transport en commun, etc. Et évidemment la fréquentation des bars, des restaurants. Et vous essayez de voir, en comparant le nombre de personnes donc, qui vont dans les bars, les restaurants, selon qu'elles sont infectées ou pas, si manifestement il y a ce risque statistique, effectivement, d'être contaminé dans certains lieux plutôt que d'autres. Bon. Donc en fait, ce que j'avais mis en évidence, c'est que l'étude montrait que si l'on fréquentait les bars ou les restaurants, manifestement, d'après les chiffres donnés, il y avait ce risque, un facteur 2, disons, dans le risque d'être contaminé. Et j'avais montré par un petit calcul très rigolo qu'on peut faire en quatrième, quasiment, voire, etc., un peu avant, c'est que si vous fréquentez les bars et les restaurants, par contre, il n'y avait plus de risque de contamination. Donc, c'était quelque chose d'assez savoureux parce que ça voulait dire que si vous alliez au restaurant, ben, très vite après, il fallait aller dans un bar pour éliminer le risque. Et si vous allez dans un bar, très vite après, il fallait aller dans un restaurant pour éliminer le risque. Donc, c'était une contradiction qui montrait bien que cette étude statistique n'avait aucune valeur quant à la suspicion de fréquenter les bars ou les restaurants, puisque effectivement, quand vous faites ce genre d'études statistiques, en aucun cas vous ne démontrez une causalité, c'est-à-dire qu'en aucun cas vous démontrez qu'il y aurait effectivement un danger réel. Simplement, ça vous donne éventuellement l'idée d'aller chercher plus en détail les raisons scientifiques pour lesquelles il y aurait dans les bars et les restaurants des raisons supplémentaires de s'infecter. Donc c'est ce qui avait été fait du coup par l'étude Comet à Marseille, qui avait été faire des prélèvements tout simplement dans différents lieux pour voir s'il y avait du virus ou pas. Donc ils avaient testé les supermarchés, les stations d'essence, les bars, les restaurants, etc. Et ce qu'ils avaient conclu, c'était que en termes de mesure de quantité virale, si vous voulez, il y avait quasiment pas de virus dans les bars, dans les restaurants, que ce soit au niveau des surfaces, que ce soit au niveau de la ventilation, etc. Il n'y avait rien. Donc, si vous voulez, de toute façon, le fait que ces lieux n'étaient pas spécialement risqués pour la transmission virale avait été établi de manière très concrète par les mesures de Comet, les eaux usées, etc. Bon, donc effectivement, du coup, j'avais fait remarquer que il y avait trois questions qui étaient posées. Un, fréquentez-vous les bars d'abord. Deuxièmement, fréquentez-vous les restaurants. Et troisièmement, fréquentez-vous les bars ou les restaurants. Et j'avais montré que si on reconstruisait fréquentez-vous les bars et les restaurants avec ces trois questions-là, on arrivait à une contradiction. Et donc, effectivement, l'étude a fait l'objet d'une demande de publication dans un. Alors, c'est une sous-marque du Lancet, Ouais. c'est Lancet Public Health. Donc, c'est la partie spécifique à la santé publique du Lancet. Bon. Et donc, effectivement, les auteurs ont bien été embêtés par ma remarque, effectivement, parce que quand ils ont soumis effectivement ça au Lancet, dans le supplémentaire immatériel, c'est-à-dire bon, la partie un peu détaillée dans laquelle vous mettez tous les calculs pour que les gens aillent voir un peu, eh bien, les deux questions relatives à la fréquentation des bars puis à la fréquentation des restaurants avaient disparu. Et de même que ces deux questions, dans la version du 4 mars 2021 de l'étude Comcore, avaient également disparu. Donc en fait, si vous voulez, oui, effectivement, manifestement, les auteurs étaient gênés par la présentation simultanée de ces trois questions qui permettaient de mettre en place une contradiction. Et donc, ils ont essayé de minorer effectivement les deux questions fondamentales donc, qui étaient posées, pour lesquelles en plus il y avait des non-réponses, c'est-à-dire que de manière assez curieuse,
parmi les 17 ou 18 questions directes qui étaient posées donc aux personnes par la CNAM, donc il y avait est-ce que vous prenez la voiture, le transport en commun, fréquentez-vous les bars, les restaurants, etc. Il n'y avait que 2 questions pour lesquelles il y avait des non-réponses, c'était effectivement celles concernant la fréquentation des bars et la fréquentation des restaurants. Donc en fait, bon, il n'y avait aucune possibilité, ni mathématique, ni logique, ni ce que vous voulez, qu'il y ait des non-réponses à ces 2 questions-là. Et donc très tôt, moi j'avais mis en avant l'idée d'une manipulation, en fait, pour essayer de cacher quelque chose. Donc effectivement, manifestement, les auteurs sont très gênés par ces 2 questions qu'ils avaient originellement publiées dans l'étude Comcore, parce que celle-là permettait de voir grand 1 qu'il y avait une contradiction, grand 2 qu'il y avait des non-réponses qui arrivaient, qui ne pouvaient pas arriver. Et donc tout ça, ça faisait clairement penser à une manipulation. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils ont soumis leur étude à The Lancet, qui est la publiée en ligne le 7 juin 2021, comme vous l'avez rappelé, en fait, je suis revenu du coup maintenant sur cette étude à partir effectivement de la publication qui a été faite dans The Lancet, pour voir que non seulement les chiffres qui étaient présentés, donc comme je vous l'ai rappelé, avaient des contradictions insurmontables, mais également en fait, on refusait de vous donner tous les chiffres, de sorte que vous puissiez vous-même refaire proprement les calculs. Alors ça, c'est quelque chose qui fait que de toute façon, cet article va aller en demande de rétractation très vite, donc je suis en train de travailler là-dessus, parce que c'est assez hallucinant de voir que les auteurs disent, voilà, on a reçu à peu près, donc dans l'étude Comcore, ils disent 25 000 réponses de la part de la CNAM, là, sur les cas de personnes infectées. Mais en fait, on ne va pas vous donner toutes les réponses. Donc, ils vont faire un tri, ils vont opérer une espèce de tri statistique dans les réponses, sous un prétexte complètement fallacieux. C'est-à-dire en disant, oui, il y a trop de réponses de la CNAM par rapport aux réponses de la cohorte Ipsos des non-malades. Et donc, puisqu'il y aurait un ordre de grandeur entre ces deux chiffres, il y a 1713 réponses d'Ipsos, il y a 25 000 réponses de la CNAM. Donc, ils essaient de faire croire que le déséquilibre qu'il y aurait dans le nombre des réponses entre les non contaminés et les contaminés serait si vous voulez, un frein mathématique au fait de pouvoir donner toutes les chiffres en même temps. Alors, c'est complètement faux. Et du coup, à partir de là, ils vont en fait faire une sorte de cherry picking, c'est-à-dire qu'ils vont en gros sélectionner les réponses dont ils ont besoin pour pouvoir présenter statistiquement les résultats dont ils ont besoin. Donc, en fait, ils vous amènent, si vous voulez, sans vous donner tous les chiffres, sans vous donner leur code, sans vous donner les méthodes d'échantillonnage statistique, etc. Ils vous emmènent dans des calculs qui ont l'air savants, mais qui, en fait, sont pas grand-chose finalement, qui sont juste là pour essayer d'impressionner le lecteur, si vous voulez, sur la qualité scientifique des auteurs, mais qui en fait, effectivement, tentent juste de masquer maladroitement le fait que, objectivement, dans ces réponses entre la CNAM et Ipsos, on a choisi les réponses qui nous intéressaient. Et donc, du coup, ils ne vous donnent absolument pas l'ensemble des données brutes qu'ils ont eues, ils ne vous donnent absolument pas l'ensemble des codes qu'ils ont programmés, ils vous disent juste, on a fait comme ça, le résultat c'est ça, et vous pouvez rien vérifier. Donc, ce qui fait que, de toute façon, ça ne peut pas être considéré comme une étude scientifique, puisque de toute façon, le caractère scientifique de quelque chose, ce n'est pas juste la technique que vous mettez dedans. Ce n'est pas juste en fait le fait que vous brassiez des chiffres, etc., que ça ait l'air d'être des choses carrées statistiquement, c'est le fait que vous puissiez tout simplement reproduire les données. Si vous ne pouvez jamais reproduire les données, vous dites, nous, on a interrogé telle personne, vous n'avez aucune preuve, vous ne savez pas d'où ça vient, etc. On a fait telle méthode, il n'y a aucun programme qui est associé, on n'a plus eu tel résultat. Vous pouvez juste constater les dégâts, en fait. Et donc, c'est très simple de voir qu'effectivement, cet article-là ne peut pas, tel qu'il est donné, en fait, être publié. Et si, là, maintenant, c'est un petit peu le chercheur suspicieux, celui qui doute, parce que je rappelle que la recherche, c'est quand même le doute répété jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus aucune contradiction. Et donc, on dit, si vous ne donnez pas les données et les codes qui vont avec, c'est que manifestement, vous avez quelque chose à cacher. Parce que c'est très simple aujourd'hui, encore si c'était il y a 70 ans, avec des techniques de reproduction de publication qui sont très, très difficiles. Effectivement, donner, 25 000 réponses, ça paraissait impossible et il fallait faire confiance. Aujourd'hui, vous n'avez aucun souci, vous mettez les données sur ce qu'on appelle un GitHub, vous mettez vos programmes, pareil, sur un GitHub, et puis tous ceux qui veulent vérifier vos résultats avec les données que vous avez transmises et les programmes que vous avez programmés, eh bien, peuvent le faire. Et donc, du coup, on peut éventuellement rentrer dans un dialogue critique. Là, vous ne pouvez rien critiquer, puisqu'on voit les résultats sans possibilité de contrôler. Donc, c'est juste pas de la science. Voilà, c'est juste pas de la science, parce que simplement, quand bien même ce serait techniquement parfait, ce qui n'est pas du tout le cas, bien au contraire, vous ne pouvez rien reproduire. Donc, du coup, il n'y a aucun qui fait ça pour dire non, parce qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de reproductibilité possible, donc ce n'est pas scientifique, point barre. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est vos objections et critiques qui ont été prises en compte, puisque ça peut très bien être d'autres. Alors, à ma connaissance.
Oui, tout à fait. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres personnes scientifiques qui aient formulé des critiques telles que j'avais faites. Moi, je les ai diffusées. Et vous savez, ces critiques que je diffuse, en particulier via le CSI, Le Conseil Conseil scientifique. scientifique indépendant. Tout à fait, oui. On a des preuves qu'elles sont quand même écoutées par les scientifiques, si vous voulez, un petit peu plus gouvernementaux ou plus institutionnalisés dans les administrations, effectivement, d'État. Puisque, alors, par exemple, là, moi, j'avais critiqué un truc tout bête qui était l'immunité collective. J'avais dit, de toute façon, c'est un faux concept, c'est une chimère, etc. Et j'avais donné un contre-exemple via ce qu'on appelle un modèle de super spreader. Et figurez-vous que le 6 novembre, Dominique Costagliola, donc une des épidémiologistes connus, a repris exactement mes arguments pour dire que l'immunité collective, c'était peut-être quelque chose un peu trop simpliste, en fait, qui était issu pas forcément vérifiable, et qu'il y avait peut-être effectivement des super spreaders qui permettaient de remettre en cause cette idée d'immunité collective et de R0 plus petit que 1 qui permettait effectivement de protéger un peu tout le monde. Donc en fait, oui, j'ai des raisons de soupçonner effectivement que l'air de rien, la parole voilà, et quand vous voyez qu'effectivement, à partir du moment où j'avais mis en évidence la contradiction sur les 3 questions et que 2 questions disparaissent effectivement à la fois dans la publication, à la fois dans la nouvelle mouture de Comcore, bon, ça me laisse penser effectivement qu'il y a des gens qui ont regardé, qui ont tenu compte de ça. Je tiens à rajouter également que dans la plainte qu'on a déposée avec Réinfo Liberté contre le préprint du 28 juin 2021 qui instaurait à la fois le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, on a bien vu que dans une nouvelle version qui avait été produite effectivement début septembre de ce papier, en fait, les auteurs avaient tenu compte des remarques pareil, que j'avais diffusées aussi ici et qu'on avait mis dans la plainte. Donc, j'ai des raisons de penser, même si, évidemment, messieurs Cauchemez et Fontanet, qui sont en général les 2 leaders scientifiques de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur et des arts et métiers, en fait, qui en général, produisent ces articles-là, en fait, bon, ne me répondent quasiment jamais quand je leur des remarques. Mais voilà, moi, je vois une coïncidence, en tout cas, ça c'est sûr, il y a une coïncidence. Ouais. Et bon, est-ce que c'est un hasard? Bon, moi, je ne suis pas sûr de le penser. Ce que vous décrivez s'apparente à une véritable fraude scientifique. Est-ce que elle est réellement intentionnelle ou est-ce qu'ils ont navigué à vue? Quelle est votre position là-dessus? Vous dites c'est trop gros pour ne pas être volontaire ou... Oui, sur Comcore, par exemple, quand ils disent on ne peut pas vous présenter toutes les données parce qu'il y aurait une différence dans les ordres de grandeur, c'est faux, c'est vraiment archi faux. Enfin bon, donc il y a une intentionnalité derrière. C'est pas possible, effectivement, qu'il y ait aucune intentionnalité. Donc, ce qu'il faut savoir sur Comcore, par exemple, c'est que quand le décret du 29 octobre 2020 est pris, qui va justement instaurer la fermeture des débits de boissons, des restaurants, à l'époque, il n'y a absolument aucune étude. Et d'ailleurs, dans son avis, donc, je crois, de septembre 2020, quand le conseil scientifique va commencer à mettre en lumière l'idée qu'il faut fermer les bars et les restaurants, en fait, ils disent qu'il y a très peu d'études. Ouais. Et par contre, eux, ils sont déjà d'avis de fermer ces bars et ces restaurants. Donc, quand le 29 octobre arrive la décision, en fait, il n'y a aucune étude qui est prise. Et donc, elle va être publiée le 18 décembre 2020. Castex va en parler chez Sonia Mabrouk, en fait, le 15 décembre 2020, en disant enfin, la science rejoint le bon sens. Donc ça, c'est suspect. C'est un peu suspect parce que la science rejoint trop facilement le bon sens de Castex. Je rappelle que le bon sens, c'est d'abord de Castex, et qu'on a déjà de toute façon effectivement des preuves par comète qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les bars et sur les restaurants au niveau de diffusion de virus. Donc pour moi, c'est à partir du moment où la décision précède l'étude. Bon, vous pouvez plus, après, quand vous êtes membre du conseil scientifique, vous avez vous-même recommandé la fermeture des bars et des restaurants, bon, vous ne pouvez plus publier l'inverse, c'est plus possible. Là, il y a un conflit d'intérêt politique qui est évident, et donc qui fait que vous allez... alors, comme en plus c'est une statistique, bon, c'est bien qu'à un moment donné, comme on dit souvent, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, et là, quand vous voyez la méthode avec laquelle sont présentés les chiffres, je ne parle même pas de la contradiction intrinsèque qu'il y a dedans, mais la méthode avec laquelle sont présentés les chiffres, vous ne pouvez rien dire d'autre que c'est manipulatoire. Enfin, il y a à dire, et donc c'est que vous vouliez une réponse programmée à une certaine question. Donc pour moi, oui, c'est intentionnel. Pour moi, il n'y a pas possibilité. Alors, sauf à ce qu'ils viendraient expliquer eux-mêmes en détail pourquoi ce ne serait pas intentionnel, etc. Mais on ne peut jamais le faire. Et comme vous l'avez rappelé en début d'interview, avec Maître Eringuez et l'Association Liberté, on est obligé maintenant, pour avoir un contradictoire, d'aller en justice. Parce que c'est le lieu où on peut avoir du contradictoire. Et encore, là, on a bien vu à Biarritz, le procureur a retiré sa plainte précisément parce qu'il ne voulait pas aller dans le fond du contradictoire, ce qui aurait obligé
les gens donc ayant produit l'étude Comcor, puisqu'on l'avait eh bien, à venir dans l'arène pour débattre, et ça, manifestement, ils n'en veulent pas. Donc, quand vous mettez tout bout à bout tout le faisceau d'indices, on va dire ça comme ça, vous rendez vers l'idée d'une fraude intentionnelle. Ouais. Et une dernière question, le fait que cette étude ne démontre rien d'un point de vue scientifique, le fait que des décisions politiques aient été prises au doigt mouillé ou au nom d'un bon sens opportuniste, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de risque de contamination dans les bars et les restaurants? Si ça se trouve, il y en a un qui n'a pas été démontré. Vous dites quoi, vous, là-dessus? Ah bah oui, oui, tout à fait. Moi, ce que je dis, c'est que les statistiques peuvent absolument pas prouver qu'il y ait un risque quelconque. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment savoir s'il y a des risques, bah, vous allez avec des équipes, avec des éprouvettes, vous faites un suivi de personnes qui sont là. Il y a des scientifiques, avec des médecins avec qui je suis en contact, qui sont persuadés que c'est au moment des repas qu'on se contamine le plus, etc. C'est pas l'étude Comcor qui le prouve, d'autant moins que, comme je vous l'ai dit, les méthodes statistiques sont très suspectes. Donc oui, si vous voulez, c'est comme quand vous faites porter le masque en population générale. Ce qu'a dit l'OMS dès le début, c'est au début, elle dit ça sert à rien, on n'a jamais eu de preuve que ça marche. Et après, elle dit bon, alors pourquoi pas l'imposer, mais à ce moment-là, il faut faire des études pour montrer que ça marche. Or, à aucun moment, l'État, de toute façon, quand il prend une décision, et c'est aujourd'hui ce que reproche d'ailleurs la CNIL vis-à-vis du pass sanitaire, en disant mais où sont les preuves de l'efficacité quand même? Et elle s'agace un peu que effectivement il n'y ait jamais de suivi de ça. Donc quand vous annoncez le masque, quand vous annoncez les bars et les restaurants qui sont des lieux de contamination, quand vous annoncez que le pass sanitaire va faire baisser la transmission, en réalité derrière vous n'avez aucune effectivement preuve formelle. Donc tout est basé de toute façon sur des simulations, sur des chiffres qui ne veulent rien dire, parce que comme on dit souvent en mathématiques, les conclusions ne valent que ce que valent les hypothèses. Donc si vous dites que effectivement, il y a plus, par hypothèse, il y a plus de transmission dans les bars et restaurants. Tous les calculs que vous allez faire derrière montreront ça. Donc, non, de ce point de vue-là, on ne peut pas savoir. Moi, j'ai aucune idée. Il faudrait lancer des études. Ouais. Mais pour autant, le politique doit bien décider. Ce que vous contestez, ce n'est pas tant la décision que le fait de la légitimer par de la science instrumentalisée et biaisée. Oui, sauf qu'en fait, le Conseil constitutionnel, au fond, a rappelé que toutes les décisions de restriction des libertés doivent être proportionnelles. Effectivement, menace, au danger, etc. Si vous mesurez jamais rien, vous êtes toujours dans l'illusion des chiffres que vous avez vous-même employés. Donc en fait, de ce point de vue-là, les mathématiques n'apportent jamais d'informations. Les mathématiques ne font que donner sous une autre forme l'information que vous avez. Mais l'information du danger, il faut aller sur place. L'information, effectivement, que telle et telle mesure est bien permis de freiner ou pas le virus, il faut aller la chercher in situ, et donc c'est jamais fait. Donc c'est pour ça que effectivement le politique décide, mais sur la base de quoi? Et c'est ça en fait qu'on dit depuis le début, en disant toutes ces prédictions, 500 000 morts, etc. On est sûr par l'étude statistique, voilà, etc. Tout ça, en fait, ça n'a pas de consistance réelle, et on ne peut pas prendre de décision là-dessus. Ce serait complètement disproportionné. Entendu. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos explications très claires pour les lecteurs et auditeurs de François. Et puis, on suivra évidemment avec attention, même si c'est dans quelques mois, a priori, les délais, les suites de cette plainte contre X que vous avez donc déposée avec Maître Eringuez pour le compte de Réinfo Liberté et de l'association Bon Sens. Merci beaucoup, Vincent. Bien. Merci beaucoup. Au revoir.